Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakiza. Bonsoir et bienvenue dans Focus Sahel. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel pour une perspective unique sur la région. Au menu ce soir, implication des sanctions de la CEDEAO contre Niamey, la fermeture des frontières entre le Niger et le Bénin pousse des personnes à risquer leur vie pour traverser le fleuve. Un reportage en caméra cachée. Le Burkina Faso se souvient de l'insurrection populaire de 2014 et contre le coup d'État de 2015, marquée par l'attente de réparation vis-à-vis des victimes. Une manifestation prévue ce mardi à cette occasion à Ouagadougou par un collectif de syndicats pour dénoncer des restrictions de liberté n'a pas eu lieu suite à l'interdiction de la mairie de Ouagadougou. C'est notre fait marquant de la semaine. Jeunes Nigériens persévèrent dans la préservation de leur patrimoine culturel malgré la crise politique et sécuritaire. Vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Encore une fois, bienvenue. Les frontières entre le Niger et le Bénin, fermées depuis le coup d'État du 26 juillet qui a renversé le président Mohamed Bazoum, forcent de nombreuses personnes à entreprendre une traversée dangereuse du fleuve. En août dernier, 2 vies ont été tragiquement perdues dans cette tentative. Notre correspondant Alpha K a discrètement expérimenté cette traversée risquée au cours d'une journée, tout en étant équipé d'une caméra cachée. Suivez. C'est aux environs de 4 heures du matin que nous avons quitté Niamey à bord d'un bus de transport. Chaque jour, plusieurs compagnies transportent des voyageurs souhaitant se rendre à l'étranger par la voie terrestre. Après des heures de route, nous arrivons enfin à Gaïa, située à environ 286 km de Niamey. Depuis le coup d'État du 26 juillet, cette localité est devenue célèbre en raison de son emplacement. C'est la dernière ville avant d'entrer au Bénin, où des militaires nigériens sont positionnés pour empêcher toute intervention de la CEDEAO. Compte tenu de la situation, nous avons décidé de filmer en caméra cachée. Pour traverser la ville, nous avons pris des mototaxis pour nous rendre à l'embarcadère. En chemin, le motocycliste nous raconte comment il arrive à tirer profit de cette situation de crise. Avant, les passagers avaient peur de monter sur les motos, mais de nos jours, cela a changé car ils n'ont pas le choix. Par jour, on gagne pas mal, ce qui nous permet de subvenir aux besoins de nos familles. Nous ne rencontrons réellement pas de difficultés. Dès que les passagers descendent des bus, automatiquement ils empruntent nos motos pour aller au fleuve. Comme vous pouvez le voir, plusieurs dizaines de camions font la queue ici. Les chauffeurs récupèrent la marchandise pour trouver d'autres solutions afin de les acheminer à destination. Après 30 minutes à moto, nous arrivons au bord du fleuve pour emprunter les pirogues, passage obligé pour entrer au Bénin. Ici, l'accès au fleuve se négocie comme au marché. Les propriétaires de pirogues sont actuellement considérés comme les rois de la ville, car les affaires marchent bien. C'est pas faveur, je fais ça, c'est 8 000. La place est bondée et chaque passager paye pour la traversée. Après insistance auprès d'un piroguier, il a fini par nous confier que parfois, ils peuvent gagner jusqu'à 500 000 francs CFA. En effet, le calcul est tout simple. Lorsque nous avons embarqué, nous avons noté que nous étions 42 passagers et chacun avait déboursé entre 6 000 francs CFA et 10 000 francs CFA. De plus, cette même pirogue peut effectuer plusieurs allers-retours par jour. Ainsi, l'estimation semblait être correcte. Et pourtant, ce n'est pas sans risque. Récemment, une pirogue a chaviré faisant 2 morts et des blessés. Cela avait poussé les autorités à interdire ces traversées.
Qu'à cela ne tienne, les gens sont obligés de passer par là, nous confie le conducteur. Situation oblige. Durant le court voyage, nous avons fait connaissance entre passagers. Diouf, lui, est de nationalité sénégalaise. Pendant nos causeries, il a avoué être inquiet, mais reste serein quand même. Et c'est la première fois que tu montes ici. C'est la première fois. C'est pas aujourd'hui, jusqu'à mon naissance. J'ai trop promené. Même moi aussi. Voyager. Même je ne connais pas c'est quel endroit. Chaleur, soleil, inquiétude. Durant ces quelques dizaines de minutes de traversée, les passagers confient leur vie à Dieu et au conducteur de la pirogue. Comme vous pouvez le voir de loin, ce sont ces camions qui servent de barricade pour le pont, bloquant ainsi tout accès. Sur ma gauche, c'est le territoire nigérien et sur ma droite, c'est le territoire béninois. Après avoir dépassé le pont, nous voici dans les eaux béninoises, mais avant d'accoster, nous faisons un arrêt au poste de douane maritime. Donc on ne traverse pas le fleuve sans passer par eux. Mais ils Douane. travaillaient dans le fleuve là avant que nous on commence à travailler. 5 000 francs, chaque personne. C'est eux qui va descendre pour aller négocier. Voilà, il est déjà là-bas. Après une heure de traversée sur le fleuve, nous entrons enfin au Bénin. Comme à Gaïa, nous avons de nouveau emprunté des mototaxis pour rejoindre la gare routière où un bus nous attend. En effet, les bus ne peuvent pas aller jusqu'à Cotonou. Alors, ils déposent leurs passagers à Gaïa et chacun se débrouille pour atteindre Malanville, ville frontalière du Bénin. Une fois sur place, les passagers prennent un autre bus pour poursuivre leur voyage vers Cotonou, le Mali, le Burkina Faso, le Togo, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Une fois dans le bus, nous avons aperçu plusieurs dizaines de gros camions remplis de marchandises stationnés. À la fin de notre voyage, nous avons constaté que la plupart des personnes que nous avons pu aborder ou dont nous avons entendu les conversations n'avaient qu'un souhait, que les États entament un dialogue pour trouver une solution et atténuer la souffrance des populations nigériennes et étrangères vivant dans le pays. Alpha K pour VOA Afrique, Niamey, Niger. Nous sommes en ligne avec Alpha K pour continuer la discussion. Alpha, bonsoir. Bonsoir, Eric. Pouvez-vous nous en dire plus sur les conditions de sécurité lors de votre traversée en pirogue, compte tenu des risques liés à cette pratique et pourquoi vous avez pris tous ces risques? Alors, il faut déjà dire que cette pratique est très risquée pour les passagers. Et malheureusement, je n'ai vu aucune disposition de sécurité prise tout au long de la traversée. Pourquoi j'ai pris ce risque? J'ai décidé de prendre ce risque pour montrer effectivement ce qui se passe actuellement au Niger. On m'avait beaucoup parlé de cette pratique et je voulais que nos auditeurs et tous ceux qui nous suivent en ligne puissent voir réellement les conditions difficiles actuelles de déplacement au Niger. Déjà, il n'y a pas de contrôle pour accéder au fleuve. Et une fois sur place, il n'y a pas réellement de nombre fixe de personnes qui montent par pirogue. Les piroguiers décident du nombre en fonction du poids. Je vous donne un exemple qui nous concernait. Dans notre cas, on était environ 42 et il y avait moins de bagages. Et ils peuvent entasser les passants dans ce genre de cas jusqu'à 40, 50, voire plus. Mais quand il y a plus de marchandises, comme pour ceux qui quittent Malanville pour Gaïa, et donc qui entrent avec les marchandises au Niger, vu que le besoin est là actuellement, là souvent ça pèse et il y a beaucoup de risques parce que les pirogues peuvent flotter et ça amène des risques. Donc j'en avais parlé dans le sujet où il y avait eu 2 morts tout récemment. Il faut dire que la majorité aussi de ces passants étaient des commerçants, qui est assez important à signaler, et ces personnes et les habitants de ces 2 zones espèrent un retour rapide à la normale. Merci Alpha pour votre courage et pour ce reportage et merci pour toutes ces explications. Nous approfondissons la discussion avec Ibrahima Aïdara,
directeur exécutif adjoint, Bureau Afrique de Open Society, basé au Sénégal. À Dakar, Monsieur Haïdara, bonsoir. Bonsoir, Eric. Vous auriez suivi dans ce reportage combien les sanctions touchent le Niger et comment cette situation influence la vie des citoyens, en particulier en termes d'accès aux biens de première nécessité. Comment analysez-vous les perspectives économiques du Niger en termes de croissance, d'emploi, de coût de la vie et de stabilité financière? Merci pour cette question-là, très importante. Je pense qu'analyser globalement l'impact négatif des sanctions sur les populations au niveau national est indéniable et se fait ressentir durement, particulièrement l'accès aux denrées de première nécessité, mais aussi aux produits pharmaceutiques et surtout à l'électricité. Mais on peut imaginer, on peut contextualiser cette analyse si on veut être beaucoup plus raffiné pour dire que les populations sont touchées différemment dans ce pays-là. Particulièrement les populations qui sont situées dans les régions ouest, notamment les grandes villes comme Niamey, Dosso et Tillabéri, sont plus durement touchées comparé au reste. Particulièrement par la hausse des prix et la rareté des denrées de première nécessité, bien entendu, importées du Nigeria, notamment le riz, mais aussi la hausse des prix qui affecte négativement le pouvoir d'achat donc de ces populations-là. Également avec les coupures d'électricité, dont on sait que le Niger s'approvisionne à près de 70% son électricité du Nigeria, qui impacte négativement sur les entreprises et les ménages en termes d'accès à l'électrification et à la production, etc., et à la consommation. Alors, existe-t-il des répercussions régionales des sanctions sur les pays voisins du Niger, en particulier le Bénin, compte tenu de cette fermeture des frontières, et comment cela affecte-t-il les échanges commerciaux et les économies régionales? Oui, je pense qu'il y a un impact très négatif, particulièrement sur le Bénin, notamment en termes de recettes, n'est-ce pas, commerciales, mais aussi recettes douanières, etc. Et aussi la perte des économies le long de la chaîne de valeur du transport, disons, transfrontalier. Je pense que c'est une perte, je m'excuse, une perte nette de l'économie béninoise, en ces termes-là. Tout comme le Niger, le Mali a subi des sanctions économiques de la CEDEAO après un coup d'État, mais au Mali, la croissance économique s'est avérée résiliente en dépit des sanctions, d'après une note de la Banque mondiale publiée en avril 2023. Monsieur Haïdara, quelles mesures le gouvernement nigérien peut-il prendre pour atténuer les effets des sanctions sur l'économie nationale et quelles solutions pourraient être envisagées pour résoudre cette crise économique à l'échelle nationale et régionale? Je pense qu'à cette question, il faut apprécier plusieurs facteurs, surtout l'impact sur la croissance. Étant entendu que nous venons juste de terminer la saison des pluies avec la production agricole, si la pluie, l'hivernage est bonne, ça peut à court terme atténuer, mais à long terme, il faut imaginer plusieurs scénarios. Je pense que les mesures que le gouvernement doit prendre, en priorité, c'est surtout de faire des concessions et d'aller plus vite dans l'élaboration de son plan de transition. Ce qui, à mon avis, va permettre l'institution régionale de la CEDEAO à relaxer plus ou moins ces mesures de restriction. Autrement dit, à moyen et long terme, ça peut être véritablement terrible pour l'économie du pays, malgré sa résilience et sur les populations plus particulièrement. Ibrahima Haïdara, directeur exécutif adjoint
Bureau Afrique de Open Society basé au Sénégal. Merci beaucoup pour votre analyse et votre perspective. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales. Les 30 et 31 octobre 2014, le Burkina Faso a été le théâtre d'une révolte populaire qui a finalement mis fin au règne du président Blaise Compaoré, qui était au pouvoir depuis 27 ans. Un an plus tard, les Burkinabés sont descendus à nouveau dans les rues pour s'opposer à un coup d'État orchestré par les partisans de Blaise Compaoré. Ces deux événements ont profondément marqué le pays, entraînant la perte d'une quarantaine de vies et des centaines de blessés. 9 ans plus tard, ces victimes attendent toujours une prise en charge et des réparations. VOA Afrique a rencontré ces personnes. Suivez ce reportage de notre correspondant sur place, Gilles Dasta. Sur la photo, Webdiri Webdoua, tué lors de l'insurrection de 2014. À 43 ans révolus, ce jeune frère de Victor Pouaoulabou, devenu depuis président de l'Union des familles des martyrs, est tombé laissant derrière lui femme et enfants. Devant la télévision nationale, que RSP est descendu puis ils ont tiré dans la foule. Lui, il n'a pas eu la chance, il est resté. À l'image de Webdoua, au total, 42 personnes sont restées sur le carreau et plus de 500 blessés lors de l'insurrection et du coup d'État de 2015 compris. 9 ans après, les dossiers traînent toujours selon Victor Pouaoulabou. Il n'y a pas eu beaucoup d'évolution sur ces dossiers-là. Que maintenant, avec le nouveau pouvoir de la transition, Ibrahim Traoré, nous avons l'espoir qu'il va pouvoir faire quelque chose pour nous. Sinon, jusque-là, nous avons à son temps réclamé beaucoup de choses, telles que la justice, pour nos martyrs. Tous les dossiers, quand ça arrive à leur niveau, les choses se bloquent. Et ça bloque pour l'indemnisation, mais aussi pour la prise en charge des orphelins. Je vous dis jusqu'à l'heure où je vous dis, on n'a même pas eu les dossiers, les frais là pour aller payer les scolarités des orphelins là, qui fait 75 000 francs. À son temps même, j'ai demandé qu'on révise ces montants parce que 75 000 francs CFA ne peut rien faire. Hormis les orphelins, il y a aussi le cas des personnes blessées lors du coup d'État de 2015. Christophe Lompo est le président de leur association. Il a frôlé le pire, la suite des événements, c'est lui-même qui nous la raconte. Nous nous sommes regroupés au niveau du stade municipal, dont on exprimait en tout cas notre opposition au coup d'État, lorsque nous avons été encerclés donc, par des pick-up du RSP. Voilà, donc ils ont ouvert le feu sur nous. Les gens se sont dispersés, mais nous qui étions devant, on ne pouvait pas avec la foule là fuir. Par la suite, il sera pris et passé à tabac à coups de crosse de Kalachnikov par des soldats. Évanoui, il sera évacué à l'hôpital. Depuis lors, c'est la croix et la bannière pour lui, mais aussi pour d'autres blessés touchés plus gravement et qui ont besoin d'intervention chirurgicale. C'est le cas de ces victimes dont il nous parle. Mais pour le moment, il n'y a pas d'aide. C'est la famille de la victime qui est en train de se débattre pour ça. Et actuellement, il y a un blessé qui est toujours avec une balle. Des projectiles, Jean-Valentin Tiendrebeogo en a aussi reçu dans le corps. 3 balles exactement en 2014 lors de l'insurrection. Le 30 octobre, j'ai pris part à la marche. Donc c'est vers 11h30, 11h, aux environs de 11h, que j'ai été touché. Donc j'ai reçu des balles au niveau de mes cuisses. Certains de ces soins sont payés de sa propre poche. Je n'ai pas tout gardé mes ordonnances, mais certains ont été en tout cas remboursés. Voilà, après ça, même à l'heure où je suis, je demande toujours des soins, mais bon, c'est compliqué parce que dans les hôpitaux, quand tu parles, même, bon, on vous qualifie comme des mendiants, avec même c'est énervant.
Donc chacun s'est cherché, s'est débrouillé. D'autres même, j'étais obligé d'aller gérer ça traditionnellement, par manque de moyens. Depuis lors, ce garagiste de profession peine à travailler. Pour lui, impossible de tenir debout plus de 30 minutes du fait de problèmes de nerfs au niveau des jambes. La galère continue donc. Un cri de cœur, en tout cas, c'est de les interpeller, en tout cas, c'est que n'oublie pas, en tout cas, ils n'abandonnent pas les victimes de l'insurrection populaire, y compris sur des coups d'État. Sinon, nous avons énormément de difficultés, mais on ne sait pas à qui toucher pour être satisfait. Voilà. Une commémoration dans une unité d'action en prenant en compte FDS, VDP et civils tués par les terroristes, c'est le vœu de ces personnes victimes des périodes violentes du Burkina. Et c'est là en espérant que leur prise en charge soit effective au plus vite. Gildas Da, Ouagadougou, VOA Afrique. Un meeting prévu ce mardi à Ouagadougou par un collectif de syndicats afin de dénoncer des restrictions de liberté n'a pas eu lieu car interdite par la mairie de la capitale du Burkina Faso qui invoque le contexte sécuritaire. Les risques sérieux d'affrontement, les risques réels d'infiltration à la manifestation, l'accentuation de la fracture sociale entre les différentes composantes de la société, telles sont les raisons avancées par la mairie pour justifier sa décision. L'appel à un rassemblement ce 31 octobre au sein de la Bourse du travail de Ouagadougou avait été lancé mi-octobre par une quinzaine de syndicats burkinabés réunis dans un collectif, la Confédération Générale des Travailleurs du Burkina, CGTB. C'est notre fait marquant de la semaine. Aubin Guébré de notre station partenaire BF1 à Ouagadougou est avec nous en ligne pour en parler. Guébré, bonsoir. Bonsoir Eric. Comment le pays a-t-il commémoré l'insurrection populaire et quelles sont les mesures que le gouvernement envisage pour répondre aux attentes des victimes ou de leurs proches en matière de réparation? Vous l'avez suivi dans ce reportage de Gildas. Oui, Eric, il faut dire que c'est une commémoration plurielle, une commémoration dans la division surtout. D'un côté, le pouvoir de la transition et de l'autre, les organisations de la société civile comme le Balai citoyen, acteur majeur de l'insurrection populaire, qui a plutôt choisi d'interroger le président. Qu'est-ce que les militaires au pouvoir ont fait des acquis de l'insurrection? Le capitaine Ibrahim Traoré a-t-il consolidé ou vendangé ces acquis? Pour le Balai citoyen, le collectif syndical CGTB, le constat est amer. Il y a eu du recul dans les acquis démocratiques. Sur la question des engagements de l'État vis-à-vis des blessés, des ayants droit, des martyrs, il faut dire que c'est toujours l'incertitude, comme vous l'avez entendu dans le reportage tout à l'heure. La loi 062 de 2015 sur les pupilles de la nation est toujours attendue dans son effectivité. Cette confédération avait l'intention de dénoncer les restrictions de liberté et la situation sécuritaire difficile du pays lors de ce rassemblement public manqué. Envisage-t-elle de faire passer son message d'une autre manière, en dehors d'un rassemblement? De quelle manière les médias couvrent-ils cette situation? Oui, il faut dire que c'est vraiment la déception dans le camp de la Confédération Générale du Travail du Burkina CGTB et des organisations partenaires. Elle parle d'incohérence dans l'appel du PDS, le président de la délégation spéciale de Ouagadougou. J'ai perçu comme une prime à l'impunité, une validation des menaces à la machette perpétrées par des partisans du capitaine Ibrahim Traoré, du 2 poids 2 mesures, puisque pendant qu'on demande aux organisateurs du meeting de renoncer à leur activité, les partisans du capitaine Ibrahim Traoré occupent sans autorisation les grands carrefours de la capitale burkinabé, sans que cela n'inquiète l'autorité. La preuve encore, une fois, selon les OSC, que les militaires au pouvoir ne veulent pas de voix discordantes. Merci Guébré pour toutes ces précisions. Nous vous souhaitons une bonne soirée chez vous. Et nous passons à notre dernier sujet. En dépit de la crise politique et sécuritaire, de jeunes Nigériens persévèrent dans la poursuite de leurs activités culturelles. C'est pourquoi l'ONG Oralité Plus s'est engagée à établir un espace de dialogue autour de la valorisation, de la préservation et de la promotion du patrimoine culturel du Niger. Récemment, elle a organisé une soirée culturelle à Niamey sur cette thématique. Dans ce reportage, notre correspondant Abdulrazak Idrissa nous replonge dans les moments marquants de cette soirée. Suivez.
Dans le noir, autour d'un feu comme au village, des jeunes filles et garçons de la capitale Niamey échangent et discutent. Des membres de l'ONG Oralité Plus modèrent le débat à l'aide d'images de certains éléments de la culture nigérienne qui sont projetés. Aujourd'hui, la jeune génération ne maîtrise plus nos objets de culture. Donc on a initié cette soirée pour que les jeunes savent qu'il y a eu des choses qui ont existé, qu'il faut conserver, qu'il faut valoriser et qu'il faut aussi promouvoir pour que d'autres personnes puissent les connaître. Ils découvrent des choses qu'ils ne connaissent pas. Et même par moments, c'est des choses qu'ils connaissent, mais ils ne les connaissent pas par leur vrai nom. Et aujourd'hui, à travers cette soirée, on leur montre les choses et on leur dit aussi les vrais termes des choses. En plus des projections, il y a eu du réel au cours de la soirée, avec notamment la démonstration d'un des nombreux aspects de la culture des Peuls Bororo. J'ai retenu beaucoup de trucs, surtout beaucoup de fruits que je ne connaissais pas avant, et surtout les ethnies. J'ai retenu des ethnies Bororo qu'ils dansent à l'occasion de bonnes récoltes de fin de saison. Il faut plus organiser ce genre de soirée et connaître nos coutumes et surtout connaître les différentes ethnies. Surtout dans ce contexte de coup d'État où nous avons plus besoin de cohésion. Ces soirées vont nous permettre d'être plus soudés et surtout éviter les querelles interethniques. Dans le public, il y avait également des personnes âgées et des étudiants du domaine de la culture. Savoir sa culture, c'est tout d'abord se connaître soi-même. Donc je pense bien si on se connaît soi-même, donc ça va être facile pour la personne de se référer, de se connaître et aussi de faire savoir son identité en question. Je trouve que c'est une sorte de mémoire visuelle qui nous ramène dans le temps, qui nous amène dans le temps. Donc qui nous ramène, nous autres d'un certain âge, je dirais, dans notre enfance, vécue au village, surtout quand on allait passer les vacances. La soirée s'inscrivait dans un cadre plus global d'un projet que l'ONG Oralité Plus met en œuvre avec un de ses partenaires américains en vue de documenter à travers divers mécanismes le riche patrimoine culturel, matériel et immatériel du Niger. Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique. C'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage au Sahel. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leur expertise et leur point de vue. Enfin, je tiens à saluer le travail de nos correspondants qui se sont surpassés pour vous apporter ces nouvelles de la région. Eric Manirakidze a été avec vous au micro. La réalisation et la mise en onde signée Lionel Lunanira Gahima et Trésor Matondo. Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel et nous vous disons à très bientôt. Au revoir.